Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est du Vieux-Port de Québec qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec Charles Boisseau qui nous présente sa magnifique Chevrolet Corvette 1965. Restez là. Charles, tu possèdes une magnifique voiture, une voiture de rêve, une Corvette 1965, un bijou de voiture. Mais avant, on va mettre les choses dans le contexte. On est ici présentement à cause de Québec-Saint-Malo, dans le fond. Tout à fait. On avait le plaisir en fin de semaine d'avoir le départ de la mythique traversée Québec-Saint-Malo, la Transat, qui est partie ce dimanche. Et c'est un très bel attrait touristique, d'ailleurs, pour la ville de Québec. Alors, je trouvais que le concept de la Transat, le nom Corvette venant d'un bateau de course, justement, de la Deuxième Guerre mondiale, le concept était parfait pour une émission sur ma voiture et à l'endroit, en plus, où je vis. Alors, que dire de plus? C'est l'idéal. Aussi, on fait le lien avec le nom Corvette, qui est dans le fond un petit bateau de guerre qui vient du mot français, Corvette. Oui. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu d'où vient le premier coup de foudre avec l'automobile. Tu es vraiment un gars qui tripe sur l'auto depuis plusieurs années. Oui. Mais le fil conducteur de tout ça, ça commence comment? Le fil conducteur, il est assez particulier. Le début, on dit ma première voiture, au-delà des Hot Wheels puis tout qu'on jouait avec, la vraie voiture qui se conduisait vraiment par un être humain, une Renault 5 1970 que j'ai acquise du médecin qui a accouché la famille au complet chez nous, qui en fait était un ami de la famille, Dr Saint-Arnaud, qui travaillait justement derrière nous à l'Hôtel-Dieu de Québec. Cette voiture-là, je l'avais achetée de lui à mes 18 ans pile poil. Parce que mon père, formation de l'armée, sévère, pas de voiture avant 18 ans, quand tu vas voir ta majorité. Alors ce jour-là, mois de janvier 1979... Au mois de janvier, on l'a... Ouais! Avec ben de la neige. Ouais! La voiture, quand je suis arrivé, lui, c'était un maniaque de Renault, M. Saint-Arnaud. Puis sa voiture qu'il me vendait était dans mon canne, les maisons sont toutes collées, puis il était parqué à l'avant, mais il est là. Il me dit, l'auto est là. Un banc de neige immense. Alors, mon père rentre avec M. Saint-Arnaud, il buvait un beau petit scotch, puis il me regardait pelleter. Mais je l'ai eu. J'ai trouvé la voiture. Puis une fois trouvé, il dit, la batterie est dans la cave. Il est dans la cave, amène la batterie, là, c'est là-dedans. Vroom! Ah! En plein mois de janvier. Le jeune garçon était en plein mois de janvier. Puis c'est une voiture que j'ai eue quand même quelques années. Après ça, j'ai eu d'autres voitures. J'ai eu une Comet, une Mercury Comet 1964 Caliente, 2 portes. Une belle voiture. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Une Chevelle 70. J'ai eu plusieurs voitures jusqu'au jour où la Corvette est arrivée dans ma vie. Mais tu as eu une première Corvette dans celle-là. Tout à fait. J'ai eu une identique à celle-ci, une 65, que j'ai restaurée au complet. En quelle année environ? En 89. 89. Je l'ai eu 88, 89, 90. Quel âge tu peux avoir à peu près? 30 ans. 30 ans. Pile poil. OK. Puis c'est une Corvette que j'ai achetée avec... j'ai roulé une année avec le frame cassé, c'était leur défaut. Parce qu'à l'époque, il faut dire que ces voitures-là, beaucoup de monde les sortait l'hiver. Wow. Contrairement à aujourd'hui. Wow. Écoute, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que ça sortait l'hiver. Oui, il y en avait qui sortaient. Puis en masse, là, avec des tailleurs d'hiver. Aïe, De prendre ça aujourd'hui, c'est ahurissant, Oui, oui. mais c'était comme ça. Et il y avait un défaut, il pourrissait où le frame finit avant le rond de la roue arrière. Alors, il était emmanché comme ça. Je l'avais fait ressouder, mais finalement, pour la force est d'admettre que d'abord, un frame modifié à la SAC, ça passe pas. Okay. Alors, on a trouvé un frame aux États-Unis, on l'a restauré au complet. Je vous montrerai des photos là-dessus. Là, tu entreprends une grande restauration de ce véhicule-là. Oui, là, tout à c'est fait. plus une cire, on s'entend. Non. Là, c'est un gros projet. Gros projet. Combien de temps ça dure, le projet? Le projet, je l'ai fait avec une amie, c'est Thérèse de Lisieux. Ça avait duré gros 6 mois. 6 mois, puis on en travaillait intensivement. Sinon, ça aurait pu être beaucoup plus long, mais 6 mois, bien intensif. On a enlevé la coquille, on a mis le frein, on a tout mis la mécanique, on a rassis la coquille là-dessus. Puis il restait la peinture à faire, mais
Ça, c'est une autre histoire. Ça a-tu été une expérience qui était difficile de trouver les pièces, trouver ce qu'il fallait? Est-ce que ça a été un projet facile à faire? Très facile. La beauté du Corvette, c'est que plusieurs compagnies qui sont dédiées seulement à la fabrication. Exemple, Corvette Centrale. Il y a d'autres compagnies, mais Zip Corvette. Mais Corvette Centrale, il est vraiment dédié à tous les modèles de Corvette, mais 63, 67, particulièrement, tu peux tout avoir. Tu peux avoir chaque morceau de fibre de verre. OK. Là, il n'y a rien. Tu peux en construire un à partir des pièces qui te vendent. Mais là, À ce point-là, OK. il coûterait 1 million. Là. Mais de A à Z, Mais tu de peux A à avoir Z, tout. de A à Z. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le Conseil du Pro, on va parler de la jauge à essence. Ici, j'ai une jauge d'une Corvette 59. La jauge n'est pas aussi belle que l'auto, mais ça va faire. Ça, on ne la voit jamais, de toute façon. OK. Bon, eh bien, il y a des trucs qui sont innés, on devine, on comprend, tu sais, bon, plus il y a de l'essence, puis plus le flotteur monte, évidemment, il y a juste de l'air là-dedans, puis ça arrive, bon, OK. Mais il reste que, dans cette petite boîte que je tiens avec mes mains, parce qu'on l'a partiellement démontée pour la démonstration, bien, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, on n'aurait rien dans le tableau de bord. Alors, ici, on voit qu'on a un curseur qui est rattaché au flotteur, qui, si tu veux me le tenir, merci, qui tourne avec le flotteur, donc qui est attaché directement, mais aussi de façon conductive pour amener l'électricité. Mais il faut qu'il y ait un système électromagnétique dans le tableau de bord pour recevoir le signal du niveau d'essence. Bien là, on n'a pas le choix, puis tu as raison. Alors, le curseur, dépendamment du niveau d'essence, vient frotter. À l'intérieur, ici, on a une bande qui est très difficile à voir, mais c'est un enroulement de fils résistants. Puis plus le fil est long, puis moins on a la même valeur. Donc, plus on s'éloigne de son point de départ et la valeur change. Puisque la valeur change rattachée au flotteur, on a le signal dont tu parles, qui, lui, dans le tableau de bord, lui, va recevoir ce signal-là. Dans le tableau de bord, on va essayer d'être bref, mais on a généralement 2 bobines qui attirent l'aiguille pour la changer de position. Il y en a une qui a toujours la même valeur, c'est-à-dire la batterie. C'est toujours le même courant. Tandis que la deuxième a la valeur variable qui vient d'ici. Fait qu'en changeant la valeur variable, bien, l'autre qui est toujours fixe, ça permet de bouger l'aiguille dans un sens ou dans l'autre. C'est pourquoi qu'on ne manque pas d'essence là, généralement avec une voiture ancienne. Parfait. Merci, André. Plaisir. La question de la semaine, présentée par Uniplus Network, votre référence en pièces au Québec. Que signifie le sigle RT des modèles Chrysler Dodge? Roadtrack fait partie de l'offre de Dodge et de Chrysler. Les plus connus sont la Charger RT, Coronet RT. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Dans le magazine de l'auto ancienne, chaque mois, on retrouve plusieurs chroniques incontournables, comme la nouvelle ancienne, rétroviseur, nostalgie des scooters, la chronique du mécano et même une chronique sur le sport automobile en voiture ancienne. Pour plus de détails, abonnez-vous. Charles, on a parlé tantôt de ta première Corvette que tu avais entièrement restaurée. Là, on est devant notre bijou. J'aimerais qu'on démystifie le nom Stingray tout d'abord. Stingray, ben, c'est une appellation qui est arrivée en 63 pour le nouveau modèle, qui avait la vitre séparée, on appelle la split window. Et l'appellation va en lien avec la raie. La raie avec la même raie que tu as eu l'Australien qui faisait des émissions en TV. Là. OK, c'est celle-là? Oui. Et puis, même qui ont ressuscité le nom avec les derniers modèles, la Stingray, parce qu'il était disparu pendant quelques années. Mais je trouve tellement que c'est un nom qui va bien avec le style de la voiture. Puis quand on regarde les raies, Oui. c'est la seule année, c'est 5 et 6 qui ont vraiment le style de raie, les branchies, on va dire, d'une vraie raie marine. Puis on le voit d'en avant à l'arrière, l'inspiration avec ce tout à fait. poisson-là. Tout à fait. Mais en parlant d'inspiration, il faut aussi dire que le modèle Corvette Stingray a beaucoup été influencé par les modèles JK de Jaguar. Jaguar a énormément influencé. C'était même un combat parce que Jaguar, pas beaucoup de monde savent ça. Mais
60 des Jaguars fabriqués en Angleterre étaient envoyés aux États-Unis. OK. La production était plus importante d'envoyer que ce qu'ils vendaient là-bas. Je ne savais pas à ce point-là. Oui, puis c'est là que Corvette est arrivé avec un modèle, celui-ci, avec un prix d'environ 800 moins cher que les Jaguars. Ils ont pris le marché comme ça, mais avec un produit américain, ce qui était plus glorieux à acheter pour un Américain. Alors, c'est comme ça qu'ils ont pris du marché avec la Corvette. Tu m'as parlé aussi qu'il y a un peu de russe dans le design. Zora Arcus Dontov, lui, c'est un Russe avec une formation belge qui a été un des créateurs du modèle qu'on a devant nous. Puis le fameux Z qu'on entend souvent, ça vient de lui aussi. Ça vient de lui. Fait que quand on voit un ZR1, un ZO6, le Z, il est toujours de Zora. Ça vient toujours de lui. L'origine a toujours resté. Puis je pense qu'elle ne disparaîtra jamais. On parle un peu de ta voiture. Tu l'as trouvée où? Puis depuis quand tu avais cette idée-là en tête d'en avoir une nouvelle? Bon, en fait, la première fois de ma vie que l'inspiration de ce modèle-là m'est venue, en fait, j'ai visualisé. C'est à Lévis, dans la rue de Naissance, à la rue Saint-Antoine, à Lévis. Il y a un monsieur Aubin qui faisait du capitonnage de véhicules. Puis je devais avoir 12-13 ans. Je passais à l'école devant chez lui à chaque jour. Je vois un véhicule comme ça, une bleue à l'époque. Je vois ça dans sa cour. J'ai comme... Coup de Le menton foudre. m'a Coup de décroché. foudre. J'ai fait... Ça a été un jour, j'aurai une Corvette Stingray de ces années-là. Et il y en a eu deux. C'est là que ça a commencé. Tu la trouves où? C'est un gars de Lévis, il y a un chum de Lévis, qui en a une d'ailleurs aujourd'hui, une 67, qui me l'a vendue. Il l'avait acheté, d'abord à l'origine, il faut se dire qu'elle était noire. Alors j'ai enlevé ça, puis je l'ai ramené à une couleur d'origine. C'est la couleur que je l'aurais acheté neuve. Alors je l'ai ramené. Moi, c'est pas pour vendre ce véhicule-là, c'est pour le mettre à mon goût. Je l'ai mis à mon goût. Alors, pas de pour dire, elle n'est pas à vendre. C'est une génération qui a duré de 1963 à 67. Tout à fait. Tu me parlais du châssis qui a servi plusieurs années aussi. Bien, le châssis de ce modèle-là a servi jusqu'en 82. Je savais pas ça. À la différence qu'il y a eu une rallonge de fait. Ça, je l'appelle tout de suite la petite Corvette. On peut faire des blagues avec ça. Puis après ça, ils l'ont grossi. Après la grosse Corvette, ils l'ont rallongé de presque 1,5 pied. Mais c'était tous les freins, la suspension, la direction, c'est tous les mêmes morceaux de 63 à 82. OK, Le modèle change beaucoup. Le modèle C3 est énormément différent Mais de le celui-là. châssis est Mais le tout même. le dessous est le même. En fait, l'année charnière, 65, c'est la dernière année de l'injection mécanique. La première année du Big Block, 396, qui est devenu 427, 454, 502, 572, etc. Alors, c'est une année très importante du modèle. L'année médière, on l'appelle troisième année, puis jusqu'en 67. Après le 67, ils ont fait le C3. Mais le plus gros moteur qui a jamais été fait dans ce modèle-là, c'est le 427, 435, qui en réalité, 435, c'était pour les livres, parce qu'ils l'ont fait des tests à genre 4000 tours. C'est un moteur qui virait 5500 tours. En réalité, c'était 550 forces. Tu le prenais de compagnie, tu le mettais sur le banc 150. comme faux, là. Il devait avoir un couple de 500 livres-pied aussi, j'imagine. À peu près. Puis ce qui était fou, c'est que dans ce temps-là, les pneus, c'était des Belted. Tu n'avais pas de pneus pour aller là-dessus. Imagine que Ça devait être, en quelque part, entre guillemets, trop puissant. Là. c'était dément. Aujourd'hui, avec les pneus qu'on a, c'est plus la même conduite. Parce que tu es en suspension indépendante. Puis la beauté d'un small block comme j'ai, 327, c'est que ta répartition de poids est de 49-51. Ce qui est excellent. C'est presque parfait. Surtout qu'avec un moteur avant. Tout à fait. Puis quand tu mettais le big block, là, tu tombais 40-60. 60-40, c'était moins facile à conduire. C'est ça. Ben, Moins évident. moins évident, mais beaucoup plus performant sur le droit. Mario, lors de la reconstruction finale du pont Québec, il y avait deux plans. Un plan B et un plan X. Oui, effectivement. Alors, on sait que le pont est tombé, on reconstruit, la décision est prise, on va le faire plus solide, plus fort. Bon, là, on se pose la question. Tant qu'à le refaire, est-ce qu'on le fait avec une voie carrossable pour l'automobile ou on le fait avec le plan initial juste ferroviaire avec deux voies? Pour une raison d'économie, vous devinerez, on a choisi de le refaire identique avec deux voies ferrées. Et c'est un peu comprenable. Replaçons-nous à l'époque. Il y a 790 voitures immatriculées au Québec. C'était comme un peu ridicule de dire on va le faire pour une voie carrossable pour l'automobile. Mais 10 ans plus tard, on avait 170 000 voitures immatriculées. C'est pas la même chose. Là. Oui. Alors, vous comprendrez qu'à un moment donné, on a dû s'ajuster et le mettre avec une voie carrossable au centre un peu plus tard, qui a été ouverte à la population, justement, en 1929. Peut-être au moment de la construction, justement, des fois, on ne voit pas comme il faut l'avenir.
peut-être que les gens qui étaient là à faire les plans se sont dit, bon, l'automobile va demeurer marginal et ce qu'on appelait les gros chars, eux autres vont demeurer dominants. Peut-être dans leur tête, ils pensaient que ça allait se dessiner comme ça. Dans l'entente aussi entre le chemin de fer et le ministère des Travaux publics du Québec, on prévoyait un loyer annuel de 6 000 par année pendant 30 ans. Mais lors de l'ouverture pour les automobiles en 1929, un péage a été instauré jusqu'en 1942. Et en 1951, sous le règne de Maurice Duplessis, on a élargi ça à 30 pieds la voie et le loyer est passé de 25 000 annuellement. Une anecdote que j'aimerais apporter à votre attention. On dit que la première voiture ayant passé sur le pont est en 1929. C'est faux. La première voiture qui a traversé le pont, c'est en 1927. C'est Théodore Lambert de Saint-Nicolas. Lui, un petit wise, comme on dit, il a décidé, moi, de traverser, moi, le pont en 1927. Wow! Il a pris sa voiture, il l'a traversé par la voie ferrée, c'est dormant, jusqu'à l'autre côté. Il fallait être un peu courageux, parce que rendu de l'autre côté, il n'y a pas de chemin public, là. Faut que tu retournes le véhicule. On retourne de bord, puis on retourne l'autre bord, là. Ça n'a pas dû être évident. Alors, lui, on peut dire qu'il détient le record pour la première voiture en 1927, mais pas dans les règles de l'art. Et j'espère qu'il avait vérifié s'il y avait des trains qui s'en venaient. Il ne devait pas être tout seul sur le coup, probablement. Merci, Mario. Merci. En 1955, la Packard Caribbean fait son entrée sur les routes américaines, incarnant le summum du luxe et de l'ingénierie automobile. Ce cabriolet élégant, produit en série limitée, se distingue par son style raffiné et ses lignes majestueuses, tout droit inspirées des plus grands carrossiers européens. Sous le capot, un puissant moteur V8 de 275 chevaux propulse la Caribbean, offrant une conduite à la fois fluide et impressionnante. Ce modèle est aussi pionnier dans l'industrie automobile avec sa suspension Torsion Level, un système innovateur pour l'époque, assurant un confort inégalé sur la route. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Combien de temps un pneu peut-il être utile? Réponse D. Un pneu peut être utilisé jusqu'à 10 ans ou plus de sa date de fabrication. Il devrait être inspecté régulièrement après 5 ans selon les normes de l'industrie. Je suis accompagné de Marc de Black Circles qui a plus de 40 ans d'expérience dans le pneu. Bonjour, Marc. Bonjour, Eric. Bon, un peu pour instruire les gens, on va commencer par expliquer le fameux chiffre qu'on a sur le pneu. Après ça, on va aller se poser des questions supplémentaires. Pourquoi cette série de chiffres-là? Si on commence, il y a plusieurs séries de chiffres sur un pneu. La première, c'est une largeur en millimètres. La deuxième, c'est un pourcentage de hauteur par rapport à la largeur. Donc, pour déterminer l'épaisseur. Un pourcentage Oui, sur... le deuxième chiffre, c'est un pourcentage. Puis le dernier, c'est la roue, la jante. OK, le rayon. C'est 17, puis c'est en pouces. OK. Fait que là, on a des millimètres, un pourcentage, puis des pouces dans une dimension de pneu normale. Après ça, on retrouve 102, un indice de charge. Il faut respecter l'indice de charge. On peut monter, mais on ne peut pas descendre. OK. On ne peut pas mettre un pneu qui va prendre moins de poids que le véhicule a été dessiné pour. Puis la dernière, c'est le H, c'est la cote de vitesse. OK. Encore là, il faut respecter la cote de vitesse. Si un véhicule a été conçu pour faire une certaine vitesse, il faut mettre un pneu qui va aller avec le véhicule. Prenons un exemple d'une voiture super sportive comme une Corvette C8, par exemple. À ce moment-là, je mets juste un indice de vitesse très élevé. Est-ce qu'on peut encore le rendre plus élevé ou il faut rester dans ces paramètres? Généralement, quand on arrive à un ZR, qui est la plupart du temps une cote Y, c'est 300 km/h. Et plus. OK. Et plus, là, la voiture s'envole après ça. Exactement. Fait elle peut aller à la vitesse qu'elle veut. Parlons un peu. OK, le pneu a un look, il y a quand même une semelle, il y a un design, mais ça va plus loin que ça, plus loin que le look. Et la composition du pneu qui est importante. Généralement, un pneu, puis là,
en a pour notre argent. Là. Oui. Si on prend un pneu qui est plus dispendieux, généralement, c'est parce qu'il y a plus de développement qui a été fait dedans. Tu sais, quand on regarde un pneu, on peut dire, ouais, regarde, le pneu, il y a un beau thread. Mais c'est pas toutes. Les qualités premières d'un pneu, là, ils se voient pas. D'ailleurs, le look, c'est souvent les gens du marketing qui l'établissent. Après ça, les ingénieurs viennent rendre ça plus performant par la suite, là. Effectivement. La science veut que les polymères, le mélange de caoutchouc qu'ils ont mis, la silice qu'ils mettent dans certains pneus, prolonger la vie puis ajouter à l'adhérence d'un pneu, par exemple, les pneus d'hiver. La silice, c'est comme du sable qui est mélangé avec le chose pour en faire une meilleure grippe sur la glace. OK, c'est ça qui est le principe de base. Oui. Les pneus d'hiver, pour aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là, il y a possibilité d'avoir des clous maintenant sur nos pneus d'hiver, mais ça passe pas partout, puis il y a des inconvénients aussi. Effectivement, il y a des provinces qui n'approuvent pas l'utilisation des pneus à clous. C'est pas fait pour tout le monde, les pneus à clous. Maintenant, si vous avez jour à jour rester en ville, des pneus à clous, c'est pas nécessaire. Okay. C'est pas le fun non plus pour les pavés unis, entre autres. Puis c'est restreint. On peut pas rentrer dans certains garages avec ça. Parce que ça brise, ça abîme le béton, par exemple. Effectivement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de voitures antiques aussi. OK. Et des pneus pour voitures antiques chez Black Circles, il y en a de disponibles. J'imagine que là, on va aller chercher plutôt l'originalité qui va vraiment être en relation avec l'année de la voiture. Il y a certains modèles qui sont toujours disponibles, qui sont toujours faits à grande échelle, qu'on peut mettre sur des voitures qui sont antiques. Entre autres, je pense aux muscle cars. Oui. On a encore des pneus qui sont faits pour ces voitures-là, qui sont disponibles à tous, qui sont disponibles chez Black Circle. Est-ce qu'ils sont bâtis comme à l'époque ou sont bâtis avec des technologies modernes, ces pneus-là? La technologie a changé à la fin des années 70. On est passé de pneus à construction en billet. OK. Puis ça, c'est à l'intérieur du pneu, à une construction radiale. Le radial existait depuis la fin des années 40 en Europe, quand ça a été développé par Michelin. Nous, ça a pris du temps un peu avant de les avoir. Effectivement. Avant que les grosses voitures américaines mettent des pneus radio, ça a pris un bout de temps. Puis ils ont d'ailleurs eu à passer à travers une certaine période avant que ce soit vraiment ça coche. Un gros merci pour ton expertise. C'était super intéressant. Merci de nous avoir donné ces informations-là qui vont nous donner encore plus d'informations pour faire le bon choix de pneus. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ce volet informatif vous a été présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Charles, tu as entre les mains une voiture en cristal. Tu as trouvé ça où? Ça, en fait, c'est mon premier voyage en Europe, en 1985. Je venais d'acheter ma première Stingray 65 comme celle-ci, mais qui était rouge, Rally Red. Je venais de l'acquérir pas longtemps avant de partir en voyage. Entre-temps, au montage, vous allez voir une photo d'une Corvette en cristal semblable à celle-ci, qui est en fait le modèle de départ Split Window de 63, avec les mêmes roues que j'ai sur la mienne, à Monaco. À Monaco? À Monaco. Après avoir vu la photo qu'on a vue dans le montage, je vois la vraie Corvette en cristal. J'ai pas pu résister. En fait, tout ce qui me restait dans les poches, il me restait à peu près 850 $. Je l'ai mis tout là-dessus. Sérieusement, on voit pas ça souvent, là. Puis la beauté de ça, plus un côté anecdotique, c'est que c'est en cristal. Nos yeux voient à travers. Je peux te dire qu'à l'aéroport d'Orly, quand ça a passé au rayon X, tache noire. OK. C'est du plomb. Le cristal dôme, ou tout cristal digne de ce nom, est composé d'environ 25 de plomb. Au rayon X, tache noire. Monsieur, pourriez-vous ouvrir votre boîte pour ça? Après ça, il a dû faire un sourire. Il a fait un grand sourire. Tu as aussi gagné un premier prix avec ta voiture. Oui, au dernier salon d'autosport de Québec, le 3 et le 4 mai dernier, dans la catégorie de 2 places vintage, première place. C'est le fun à voir. C'est agréable de voir qu'on a le modèle qui gagne la première place. C'est flatteur un peu. C'est flatteur. Ça prouve qu'on a du goût. Oui. J'aimerais souligner aussi que ta famille est ici depuis très, très longtemps. Oui, Juste oui. ici, derrière nous, là. Derrière nous, sous l'entrée du Musée de la civilisation de Québec, on retrouve les ruines de Nicolas Gaspard,
Qui a perdu sa maison, devinez quand? En 1759, à la prise de Québec par les Anglais. Britanniques. Il a tout perdu. Il est parti dans sa famille, sa belle famille, à l'île d'Orléans. Et l'histoire a continué par après. Puis toi, aujourd'hui, tu demeures là? Dans le Vieux-Port. Alors, y a-t-il un endroit plus vintage que le Vieux-Port Non. pour avoir un événement? Effectivement, il n'y en a pas. Et voilà. J'aimerais aussi qu'on souligne l'événement, que tu es l'organisateur du Week-end Vintage, qui est Tout à fait. vraiment un événement intéressant dans un contexte incroyable, dans le contexte du Vieux-Québec. Tout à fait. En fait, je suis producteur exécutif de l'événement depuis la première année. Et pour aux intéressés, prenez note, milieu septembre, toujours la fin de semaine du milieu septembre, à chaque année, ça réunit beaucoup de belles voitures en un endroit féerique pour ce genre de voiture. Puis on prend des véhicules auto et moto, 1980 et moins. Alors, ça reste vraiment vintage dans l'endroit le plus vintage d'Amérique du Nord. On ne peut pas espérer mieux. Non, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Non. Écoute, Charles, je te remercie beaucoup d'avoir partagé toute ton expérience, toute ton Ça histoire. fut avec un grand plaisir, Éric. Merci à toi. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Pini Plus Network et Hagerty. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.